تسأل علي كتير وبتحبني، تسأل علي كتير وبتحبني، بعرف هالحكي حافظة هالحكي، كل الحكي حلو ومع انه حلو ليش بيضلوا احساسي اللي لا في شي بده يصير في شي. Clémenceau dit alors qu'est-ce que vous voulez? Et l'autre Georges répond je veux la Palestine. Et Clémenceau répond ça se passe comme ça, vous l'aurez. Il faut savoir que, bien entendu, ce sont les Britanniques qui sont déjà installés, l'armée britannique est déjà sur place. Hein. En tout cas, voilà, c'est réglé comme ça. Clémenceau est intéressé beaucoup plus par l'Allemagne, évidemment, par l'Europe, mais pas par ce qui se passe en Palestine. Et puis, Clémenceau le dit, c'est tout. Et Georges répond, non, je voudrais aussi Mossoul. Mossoul, c'est ici. Et Clémenceau répond, eh bien... ça sera plus compliqué parce que mon ministre des Affaires étrangères a fait quelques difficultés, mais vous l'aurez. Alors, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc, tout ça pour dire qu'avec cette rencontre de décembre 1918 entre ces deux chefs de gouvernement, Lloyd George et Clémenceau, le sort des Palestiniens et le sort du vilayet de Mossoul est réglé. Alors, le vilayet de Mossoul, ça va mettre encore des années à ce que ça va passer à la SDN, ça sera rattaché finalement à la partie britannique en 1925, plus tard. Mais en tout cas, cette zone-là va donc non pas être dans la zone française, mais va devenir en 1925 rattachée à ce qui sera donc l'Irak. Donc, ce qui est tout à fait important, c'est qu'on a ainsi deux empires qui décident, et le troisième personnage important de cette conférence de 1919, c'est évidemment le président américain. Le président américain est sur une ligne politique évidemment différente, qui est plutôt l'idée de donner au peuple les possibilités de choisir leurs aspirations, l'autodétermination, comme on dira plus tard. Et en fait, à la conférence de San Remo, pas plus qu'à la conférence de Paris en 1919, on va tenir compte des intérêts des populations. Et donc, on va avoir dans cette zone, ici, au cœur, on va avoir à partir de 1920 des décisions françaises, et ici, des décisions britanniques, ou bien des décisions, puisque désormais ils sont en charge de ces mandats, pour décider de ce qu'on allait faire de ces territoires. Qu'est-ce qu'on va faire de ces territoires? Et moi, si je résume ça en quelques phrases, je dirais que les uns et les autres, français et britanniques, vont décider, et je pèse mes mots, de créer des États, mais qui finalement sont des États sans nation. Des États sans nation à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on va découper cette zone, qui est le Bilad el-Cham, on va la découper en un Liban, en plusieurs bouts de Syrie, et plus tard ça donnera la Syrie et le Liban. Et ici, on va créer un État qui va devenir l'Irak en 1923. On va retenir tout ce qui est ici, la Palestine, pour en faire un mandat sur la Palestine, pour que la promesse Balfour conventionniste puisse être mise en œuvre. Et puis, au milieu, on va hésiter un peu, et finalement, on va créer un État qui est l'État de Jordanie. Donc on va ici avoir dans cet ensemble des États dont les frontières sont évidemment arbitrairement décidées par les empires coloniaux, et ce sont des États qui au départ n'ont pas de nation. Il n'y a pas de mouvement national. Et par opposition à ça, que ce soit au nord ou au sud, et prenons le nord surtout, toute cette zone-là, la zone bleue, qui va aller assez loin en Turquie, eh bien, est remise en question par... Vous savez qu'il y a un traité qui va, en principe, entériner cette dislocation de l'Empire ottoman, c'est le traité de Sèvres de 1920. Et ce traité de Sèvres de 1920 sera complètement récusé par Mustafa Kemal pour aboutir au traité de Lausanne en 1923. Et toute cette zone, finalement, ne sera pas la zone française. Et là, on aura vraiment la logique d'un État-nation, c'est-à-dire que la Turquie va vraiment se doter des moyens nécessaires pour avoir un État-nation, une adéquation entre la nation et l'État. Autrement dit, je crois que c'est très important de comprendre qu'ici,
on a des logiques d'État-nation au nord. En Iran, on a aussi des logiques d'État-nation. Je ne parle pas de l'Égypte, qui n'est pas concernée par les accords Sykes-Picot, mais qui a aussi une logique d'État-nation depuis longtemps. On pourrait même, d'une certaine manière, mais c'est compliqué, évoquer l'Arabie, qui n'est pas concernée par les accords Sykes-Picot, mais en même temps, l'Arabie, elle se construit de la même manière, et elle devient saoudite entre 1902 et 1932. Ça va être un État qui va avoir sa propre identité. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons donc des États-nations qui sont créés, enfin qui se constituent par la force des armes finalement, que ce soit avec Atatürk au nord ou avec Abdelaziz Saoud au sud. On a des États sans nation, et puis, troisième catégorie, si j'ose dire, nous avons des nations sans État, ou en tout cas, disons des mouvements nationaux, parce que tout ceci est très schématique. Il faudrait dire que, bon, est-ce qu'il y a une nation palestinienne, est-ce qu'il y a une nation kurde, je ne crois pas, mais il y a des mouvements. Ça veut dire qu'on a des Palestiniens et des Kurdes qui sont dans toute cette zone-là, et qui sont sans toit politique, pour reprendre la formule classique de Gellner, quand il parle des États. Alors j'avais dans mes cartes, si vous voulez, tout à l'heure, on peut voir plein d'images très concrètes de ce que je viens de vous dire. On pourrait voir par exemple, c'est intéressant, les revendications qu'avaient les différents peuples, parce qu'à la conférence de la paix en 1919, les différents peuples sont venus pour dire, les Kurdes sont venus, les Arméniens sont venus, les Arabes sont venus, les Libanais sont venus, enfin les Maronites sont venus, etc. Et ils réclamaient certains types de territoires, et pratiquement aucune de ces revendications n'a été satisfaite, sauf celle des Libanais. Donc on a là des logiques qui, je crois, sont très importantes, c'est-à-dire qu'on a au moins, je dirais, trois catégories, et je pense qu'il faut les avoir à l'esprit, même si c'est schématique: des États-nations, des États sans nation, des nations sans État. Voilà. Et je pense que c'est important de voir que ce qui s'est passé dans cette période-là, 1916-1923, eh bien, continue d'avoir ses conséquences aujourd'hui. En d'autres termes, si je prends un exemple, sans aller, enfin deux exemples qu'on va reprendre après, si je prends l'Irak, si je prends la Palestine, l'Irak, il n'y a jamais eu, parce que bon, une fois qu'il y a des États sans nation, bien entendu, il peut y avoir des constructions nationales, il peut y avoir des constructions nationales irakiennes. Or, quand on regarde l'État irakien, qui est créé en 1923, c'est un État qui est créé avec un pouvoir sunnite, qui est, alors que les sunnites sont ultra minoritaires, doivent représenter à ce moment-là, en 1923, quelque chose comme 25% de la population. La majorité est chiite, 75%. En 1923, les Kurdes ne sont pas encore concernés, puisqu'ils ne vont être rattachés, enfin en tout cas le vilayet ne sera rattaché qu'à partir de 1925. Donc on a un État qui est dominé par les sunnites, comme dit Pierre-Jean Lizard, qui est un des meilleurs spécialistes de ce pays. Il dit qu'il y a une équation qui consiste à dire sunnites dominent les chiites, et lorsque les Kurdes vont être intégrés à l'État, eh bien ce sont les Arabes qui dominent les Kurdes. Autrement dit, on a un système qui est tout ce qu'on voudra, sauf de la construction nationale. Il a une formule que j'aime bien, il parle de l'illusion nationale en Irak. Et si on prend des séquences très particulières, on voit à quel point il n'y a jamais eu de construction nationale pérenne, jamais de construction nationale citoyenne, etc. etc. Et donc, la construction de l'Irak est demeurée dans des contradictions profondes dont on a aujourd'hui, pour des raisons beaucoup plus conjoncturelles, des raisons de penser que on va vers un éclatement de l'Irak, où de facto on est déjà dans une situation comme celle-là. Sur la Palestine, je ne vais pas en parler plus que ça, les Palestiniens voulaient un État en 1922, 25, en 1930. Nous sommes, d'après mes informations, en 2015, et ils sont toujours en quête d'État. Donc on est toujours dans cette situation-là où le peuple sans État, nation sans État, c'est toujours la même chose. Si je prends les Kurdes, on est dans la même situation, même si c'est beaucoup plus compliqué. Autrement dit, je crois que ces équations de ces années-là ont aujourd'hui, comment dirais-je, un poids considérable, comme arrière-plan. Les Kurdes souhaitent toujours avoir, sinon un État, en tout cas des formules politiques, selon qu'on est en Turquie, selon qu'on est en Irak, selon qu'on est en Syrie, des formules politiques qui leur donnent une autonomie. La formule la plus avancée est bien entendu en Irak, avec le Kurdistan irakien, comme on dit aujourd'hui. Les Palestiniens continuent à vouloir, évidemment, leur État. L'Irak est en train de se désarticuler complètement, etc., etc. Donc je crois que c'est ça qui est important. Ça, c'est ma première idée. Je m'arrête là-dessus ou je continue? Je vous ai assommé. Ok.
Alors, tout à l'heure, on voit des images, il y a des photos aussi qui sont extraordinaires. Peut-être qu'on pourra les voir tout à l'heure. Je dis ça pour vous dire envie de les voir. Il y a les images du couronnement du roi Faisal à Bagdad, par exemple, c'est extraordinaire. Bon, on les fera tout à l'heure. Non, mais ça résume beaucoup la façon dont Churchill, qui était le secrétaire d'État aux colonies, a décidé Abdallah, le fils du shérif Hussein de la Mecque, de devenir roi de Transjordanie. Il faut voir la photo, elle est assez extraordinaire. Voilà, donc ça c'était ma première idée, sur laquelle on pourra revenir si vous voulez avec des photos et des choses comme ça. Ma deuxième idée c'est donc qu'aujourd'hui on est dans une situation où, dans cette trame très particulière, il y a eu pour des raisons différentes plusieurs épicentres qui ont produit ces séismes. Et je crois qu'il faut les avoir à l'esprit. D'une certaine manière, tous ces épicentres, d'une certaine manière, tournent autour de la question, si on prend les choses très globalement, de la question de l'État, de ses rapports à une nation, de la citoyenneté. Autrement dit, on peut retrouver les questions de citoyenneté, de nation et d'État dans tous les épicentres, mais évidemment dans des conditions complètement différentes. Et les formes qui ont conduit à ce que ça soit aujourd'hui dans cet état de chaos sont des formes très spécifiques à l'histoire de chacun de ces régions. Alors, pour faire très, très simple, le foyer le plus important, le plus ancien à tous égards, est celui qui... C'est évidemment la question palestinienne. Nous avons là, clairement, je n'y reviens pas, le premier épicentre, même si on en parle beaucoup moins. Le premier épicentre, c'est le conflit israélo-palestinien. Et ce n'est pas vrai de dire que, c'est un vaste débat, que ça n'a pas de centralité. Sous prétexte qu'il y a moins de morts qu'ailleurs, ça reste une question majeure du point de vue politique, du point de vue stratégique et évidemment du point de vue symbolique. Donc on a un épicentre ici qui de temps en temps, on l'oublie, et puis par exemple l'année dernière, au moment de Gaza, on est à nouveau dans une conflictualité qui fait quand même plus de 2000 morts, et aujourd'hui nous sommes dans une situation de très grande tension dont on pourrait parler tout à l'heure. Le deuxième séisme, c'est celui, et finalement c'est le seul dans tout cela, c'est celui qu'on a eu à Damas, en Syrie. Et là, c'est un séisme qui est lié, alors c'est très compliqué, c'est pas en 5 minutes qu'on peut en parler, mais je crois fondamentalement, bon, ça a commencé au début de l'année 2011, par une révolte que chacun encore a en mémoire, et les répressions absolument terribles du système de Bachar, de la sabliya de Bachar el-Assad, et nous sommes là dans une revendication citoyenne, démocratique, qui a été littéralement écrasée par un État, comme si l'État fonctionnait contre sa société. Par conséquent, l'adéquation entre société et État, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, n'est pas réglée, même si la question nationale syrienne a sans doute connu plus de progrès en Syrie qu'en Irak. En tout cas, on est dans cette contradiction-là, qui éclate aujourd'hui, et qui arrive à des effets pervers dont je parlais tout à l'heure. Le troisième épicentre, c'est évidemment l'Irak. Et là, je pense que le point d'origine, et là aussi c'est très compliqué, mais le point d'origine de ce qui se passe aujourd'hui, c'est mars 2003, c'est-à-dire le fait que les Américains, dans des conditions que vous connaissez sûrement tous, ont décidé d'envahir, d'agresser l'Irak, et sans penser une seconde à ce qu'était l'Irak. Ce qui est très frappant quand on lit ce que certains même acteurs de l'époque américains disent aujourd'hui de ce qu'ils ont fait. Par exemple, le proconsul Bremer, qui est nommé en avril 2003, qui explique qu'il a eu 15 jours pour rejoindre Bagdad, alors qu'il ne connaissait pas le pays, qu'il ne connaissait pas la langue, et bref, et il a procédé à la dissolution de l'État, de l'armée, et ça a contribué à casser ce qui tenait encore un peu l'Irak dans ses différentes composantes. Et donc, évidemment, la coupure, la rupture, ça a été mars 2003. Et mars 2003, si on prend les périodes sur toutes ces décennies, on pourrait dire qu'au fond, c'est la fin de l'État irakien dans sa forme telle qu'il avait été créé en 1923, c'est-à-dire un État sunnite avec une dominante sunnite. Et à partir de 2003-2005, on a, dans des conditions très particulières, avec une façade